Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Mes parents, mes profs, mon conjoint, mon boss et même ma gynécologue. Entre syndrome de l'imposteur et doute permanent, je me sentais prisonnière de mes étiquettes. Mais ça, c'était avant. Avant de réaliser que je n'étais pas seule à me traîner tous ces boulets. Et surtout, avant de décider de tout envoyer valser. La cheftaine, c'est un podcast où on parle de ce qui nous freine, mais aussi de ce qui nous inspire. En solo ou avec mes invités, j'ai décidé de secouer le cocotier. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Bienvenue dans La Cheftaine, le podcast sérieusement décalé. Place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Avant de plonger dans l'épisode du jour, un grand merci à mes fidèles auditeurs, ceux qui répondent présents chaque quinzaine depuis le lancement de l'émission. Bienvenue également aux nouveaux arrivants. Si tu débarques par ici sur un malentendu, sache qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Reste encore un peu, tu verras, on va bien s'entendre, toi et moi. Nous nous dirigeons ensemble tout doucement vers l'épisode 10, que j'ai déjà enregistré d'ailleurs, et c'est, statistiquement, le moment de l'épuisement créatif du podcasteur. Alors bon, rassure-toi, j'en ai encore un petit peu sous le capot, et j'espère que tu seras au rendez-vous pour la suite. D'ailleurs, si tu apprécies ce que tu entends, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite, et, si le cœur t'en dit, laisse un avis plein d'étoiles. Ce n'est pas grand-chose, ça ne te prendra que quelques secondes, mais cela permet de continuer à faire grandir le podcast. Alors merci d'avance. Passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Cécile, chef d'entreprise, co-dirigeante d'une librairie indépendante, qui nous partage sans détour le récit d'un tournant décisif de sa vie. En octobre 2019, Cécile a été victime d'un terrible accident de la route, qui, au-delà de bouleverser son quotidien, l'a conduit à réorganiser toute sa vie. Amputée d'une jambe, elle nous explique donc comment, malgré la douleur, la fatigue et les ajustements constants, qu'il s'agisse de la rééducation ou de la gestion de son entreprise, elle continue d'avancer. Parce que le handicap souffre lui aussi de stéréotypes dans notre société, son témoignage et son histoire sont importants. Dans cet entretien, entre récits parfois crus et moments de sincérité, Cécile nous dévoile la réalité d'un quotidien où chaque jour demande de se réinventer. Prépare-toi à découvrir comment, face aux imprévus et aux défis, on peut apprendre à vivre pleinement le présent. La Cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Cécile. Bonjour Audrey. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer à La Cheftaine, le podcast. Tu as un parcours qui m'impressionne à titre personnel et j'avais vraiment envie de le partager avec d'autres parce que tu as une histoire totalement atypique et qui, je pense, fera du bien à entendre à tout type de personnes d'ailleurs. Donc, je t'en prie, Cécile, présente-toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Alors, je suis Cécile et j'ai Adibi. Je suis une maman d'une ado de 14 ans. Et puis, je suis une femme chef d'entreprise d'une librairie. Donc, je suis co-gérante avec mon mari de la librairie Cagélis à Perpignan. On a 700 mètres carrés depuis 10 ans. Je suis aussi, j'ai 54 ans et je suis aussi une personne handicapée. Mais je pense qu'on va en reparler un peu plus. Tout à fait. Ton parcours professionnel, justement, donc tu parles de la librairie, donc librairie indépendante, Oui. Ce qui aujourd'hui n'est pas une mince affaire dans notre société surtout. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours professionnel? C'est quoi, pourquoi, depuis quand? Dis-nous des choses sur toi. Je suis pas tombée dans la librairie comme ça, hein. J'ai eu un parcours avant. Moi, j'ai fait des études plutôt dans le social. Rien à voir. Rien à voir. Je suis psychologue sociale, psychologue du travail. Mon titre exact, c'était psychologie sociale, ingénierie de la formation et des organisations. D'accord. Un titre bien pompeux. J'ai fait des études à Clermont-Ferrand. Donc, je viens d'Auvergne. Je suis pas d'ici, mais je suis arrivée ici en 2003. Donc, ça fait quelques années maintenant. Prescription maintenant. Voilà, t'es adoptée par le Sud, alors. Voilà, et donc j'ai plutôt travaillé, j'ai été responsable adjointe d'un organisme de formation régional sur Clermont-Ferrand. On faisait de la réinsertion professionnelle et on faisait de la formation d'entreprise. Tout ce qui était ressources humaines, management, voilà. C'était plutôt
mon cursus. Et quand je suis arrivée ici, effectivement, j'ai continué dans la formation professionnelle et je m'occupais des points formation conseil VAE, la validation des acquis de l'expérience. D'accord. Voilà, donc on avait mis ça en place avec une structure, c'était les CIBC, les centres de bilan de compétences, et au niveau régional. Et moi, je m'occupais de départements pour développer la VAE. Donc, rien à voir avec la librairie. Et comment t'as fait le grand écart jusqu'à la librairie alors? Donc j'ai rencontré mon mari en Auvergne et c'est lui qui m'a dit ah, ça te dirait de venir me rejoindre dans le sud? Pourquoi pas? La mer, le soleil, Bah oui. c'est tentant. Donc je l'ai suivi dans le sud et puis lui il était déjà dans la librairie depuis très très longtemps, plus de 20 ans. Donc il travaillait d'abord sur la librairie de Perpignan, puis ensuite il a été sur les librairies quand ça a été racheté par le groupe Chapitre. Il a travaillé pour ce groupe-là et s'occupait de la moitié des librairies du groupe. Donc il a été directeur de zone pendant très longtemps. Et puis en 2013, le groupe Chapitre a été en liquidation judiciaire. Et là, il me dit, ça te dirait d'acheter une librairie? Donc, on est parti sur le projet de racheter la librairie sur Perpignan. Et donc, c'est devenu votre projet de couple finalement. Voilà, c'est venu notre projet commun. Alors, nouvel enfant, pour être sûr. Voilà, nouvel enfant. Donc, c'était c'était compliqué parce que on a racheté la librairie au tribunal de commerce à Paris. Il y avait un peu de concurrence, mais ça a été une vaste aventure pour réussir déjà à acquérir la librairie. Oui, il y a dû y avoir tout un dossier à faire. Exactement. Comment c'est? Oui, on est repreneur dans un tribunal de commerce. Voilà. Et en fait, s'ils choisissent le meilleur projet, alors souvent, il faut reprendre un peu la librairie telle qu'elle était. On a repris l'ensemble du personnel, on a repris toutes les conditions quasiment qu'il y avait avant. Et puis, alors comme il avait été directeur de la librairie sur Perpignan, c'est vrai qu'il avait déjà une assise. Et puis même le personnel le connaissait. Enfin, c'était plus rassurant aussi pour tout le monde et ils espéraient que ce soit nous. Mais nous, on s'est retrouvés face à des groupes quand même pour pouvoir racheter cette librairie, donc ça n'a pas été forcément simple. Donc ça, voilà, il fallait voir les banquiers, réussir à. Donc des fois, créer une entreprise du départ, c'est pas facile, mais la reprise d'une entreprise, c'est pas facile non plus. Oui, dans ce contexte, en plus de liquidation. Dans un contexte de liquidation un peu lourd, reprendre. Et puis c'est un pari de devenir une librairie indépendante. En 2013. Voilà, c'était fin 2013 et voilà. Donc le 1er janvier 2014, on a eu les clés de la librairie. Elle était à nous et on était parti pour cette nouvelle aventure. Bon, donc du coup, toi, t'étais armée de toute ta matière RH finalement. Exactement. Là-dessus, ça allait. Là, ça allait. Après, mon mari, lui, il a été aussi en même temps contacté par les éditions Albin Michel, qui ont racheté 7 librairies anciennement Chapitre, et ils voulaient quelqu'un pour chapeauter les 7 librairies. Donc, mon mari était parti sur Paris s'occuper des librairies pour Albin Michel, continuer un petit peu à aller sur toute la France. Et nous, on avait tous les deux la librairie de Perpignan. Donc, en fait, tu étais toute seule à Perpignan physiquement pendant que tu vadrouillais. Voilà, je me suis retrouvée toute seule à Perpignan et on avait notre petite de 3 ans et demi. Voilà, j'avais la petite de 3 ans et demi, un nouveau boulot que je connaissais pas du tout. Ah ouais, donc la petite qui rentre à la maternelle. Voilà. Monsieur qui part en vadrouille et toute la semaine. Au milieu de la nouvelle entreprise. Apprendre le nouveau métier de libraire finalement. Mais de tout, parce que le chef d'entreprise, il a toutes les casquettes. Compta. Avant, la comptabilité n'était pas faite sur le magasin de Perpignan, c'était par le groupe. Donc il y a plein de choses que même il savait pas, personne n'avait vu quoi. Donc il faut faire la compta, la gestion, le RH, le merchandising, la stratégie commerciale. Et tu t'es formé un peu sur le tas ou t'as quand même... Que sur le tas. Ah ouais. Que sur le tas. Courageux quand même. J'avoue que les 3 premières années, je dormais pas très bien. C'était un petit peu cette masse de travail, ce nouveau métier, ce défi, parce que voilà, de se dire est-ce qu'on va réussir. Alors ce qui est bien, c'est que vraiment les clients, par contre, ont été très solidaires de que cette librairie soit toujours
toujours là sur Perpignan. Oui, parce que c'est une librairie indépendante. Enfin, c'était avant que Chapitre arrive, une librairie Ouais. indépendante depuis longtemps. Perpignan. En fait, la librairie elle existe depuis 1993 et nous on a repris en 2014. Oui, j'avais été Là, prendre c'est- mes livres du lycée, je te dis. Et oui, on a beaucoup de clients qui nous disent ça. Je cherchais Je mes reviens livres. à l'époque. À l'époque, je cherchais les livres, c'est ça. Voilà, Et donc ça a été combien de salariés, justement, en termes de volume? Alors on a 12 salariés. Ouais, donc on est quand même sur une TPE, même PME, au-dessus de 10, on Ouais. te dit. Donc, ouais, sport. Oui, sport. Oui, on a quand même 700 mètres carrés. Ça reste un grand commerce indépendant de centre-ville à Perpignan. Oui. Il y en a plus beaucoup. Oui. Donc Pour on reste, contextualiser, voilà, effectivement, tu as raison. Si on regarde aussi autant de superficie et dans le centre de Perpignan, bon c'est. Et on y trouve tous les livres. Hein. Je suis cliente régulière, je peux le dire. On essaye. Et c'est vrai que je te rencontre parce que ta vie a complètement changé il y a à peu près 5 ans. Tu t'es présentée en tant que personne handicapée, donc Oui. en introduction. Tu veux bien nous en dire plus sur ce jour obscur de l'automne 2019 19, oui. Effectivement, en octobre 2019, bien j'étais dans la rue vers la place Bardoujob et à ce moment-là, on entend un grand bruit. Donc je tente un petit peu de me retourner et là, je vois une masse blanche arriver sur moi sans comprendre ce que c'était. C'est vrai que j'ai eu une peur indescriptible. Vraiment se dire mais comme ça, le souffle coupé, et je lui dis mais il va s'arrêter, c'est pas possible. Hein. Je me doutais que c'était une voiture, mais moi, ça passait tellement vite que je n'ai pas réalisé sur le moment. Et les gens qui criaient autour parce qu'ils voyaient la voiture arriver, puis on entendait comme des pneus qui crissaient. Enfin, c'était vraiment on se demandait. Et puis 2019, pas si loin de tous les attentats. Voilà, les gens commençaient à se dire, mais c'est un fou qui arrive et qui veut écraser tout le monde. Et en fait, c'est un monsieur de 76 ans qui avait un petit problème avec son embrayage et il a confondu le frein et l'accélérateur. Il n'arrivait pas à passer la vitesse. Il pensait que la voiture, elle, elle freinait et en fait, il a vu qu'elle avançait. Du coup, il a appuyé à fond sur la pédale du frein pour lui, mais en fait, c'était l'accélérateur. Et là, la voiture, elle a foncé tout droit. T'étais sur la et trajectoire. j'étais sur le trottoir en face. Et donc, donc j'ai eu ma jambe écrasée entre les bornes qu'il y a sur les trottoirs et la voiture. Et heureusement, pour moi, j'ai eu que la jambe. Et parce que j'aurais pu être complètement. On est dans un format audio, donc les gens ne te voient pas, donc tu es amputée de la jambe gauche. Voilà. Du coup, depuis, je suis amputée de la jambe gauche. Là, ça a été, alors, je raconte un petit peu l'accident parce que ça permet de comprendre aussi la situation, mais du coup, j'ai eu la jambe écrasée, l'artère fémorale sectionnée et je me vidais de mon sang. Donc il y a vraiment eu un jet de sang. Oui, t'aurais pu y passer, quoi. Ah, j'étais en train de mourir sur le trottoir. Les pompiers m'ont dit si rien n'avait été fait, 3 minutes après, j'étais morte. Et il y a une dame qui a dit il faut faire un garrot. Et mon mari qui était avec moi, il a pris sa ceinture et il a fait le garrot avec sa ceinture comme il pouvait. Voilà. Et c'est grâce à lui que je suis vivante puisque le sang, voilà, j'ai arrêté de me vider de mon sang. Bien sûr. Ouais. Et un autre monsieur après est venu aussi, a fait un deuxième garrot pas trop où, voilà, ils ont pu pour essayer en attendant les pompiers. Et les pompiers ont dit effectivement vous avez eu le bon réflexe puisque voilà, quand on se vide de son sang, on sait qu'on n'en a pas pour très longtemps. Et puis on sait que l'artère fémorale c'est sensible. Et ça va très vite, voilà. Et c'est vrai que à aucun moment je suis tombée dans les pommes. Donc tu étais consciente de tout ce qui s'est passé. Quelle horreur. Donc pour moi j'ai encore cette sensation, enfin je revis encore quand je revis la scène, je ressens encore les mêmes choses. D'ailleurs j'ai hurlé, je vais mourir, je vais mourir. Tu te sentais parce que je voyais tout à fait que je me vidais de mon sang. Quoi. Quelle horreur. Et après quand j'ai vu que ça s'arrêtait, et là j'ai vu l'état de ma jambe, c'était broyé. Hein. Et là, je me suis dit, là, on va m'amputer. T'as pris conscience tout de suite que la jambe n'était plus, quoi. Franchement, dans l'état où elle était, fallait vraiment, je vois pas comment un médecin aurait pu réparer
en quelques secondes, c'est les deux choses que j'ai vraiment Oui, donc tout de été suite, confiante. t'as intégré que avant même d'aller à l'hôpital C'est et ça. voilà. Je pense que c'est important de le raconter parce que ça change beaucoup la suite. Eh ben oui, bien C'est sûr. vrai que c'est et alors la douleur aussi. Enfin, je hurlais de douleur. Je crois que j'ai traumatisé tout le quartier. Des gens m'en parlent encore tellement je Marie-Paul en hurlais. parle encore. Voilà. Oui. J'ai hurlé vraiment de douleur et quand ensuite ils sont arrivés et que le SAMU m'a fait le garrot, alors cette fois leur garrot à eux, c'est des tiges de fer en fait, enfin que ça s'enfonce et puis il y a un cliquet là D'accord. pour refermer en fait. Donc c'est leur garrot. Je me souviens encore de la tige, vraiment de cette sensation d'une tige de fer qu'on me rentre dans la chair, quoi. Ah ouais. C'était vraiment maintenant côté douleur, je pense que on peut en parler. T'es au paix. Je suis un peu voilà. Mais ça a été voilà, ils ont eu beaucoup de mal à m'endormir et j'ai été endormie vraiment en partant ensuite à l'hôpital. Et quand tu t'es réveillée, tu avais déjà été opérée, l'amputation avait eu lieu. Donc tu t'es réveillée avec une jambe en moins finalement. Et comment tu as vécu immédiatement tout ça, psychologiquement parlant? Alors quand je me suis réveillée, alors c'est vrai que pourquoi je suis pas tombée dans les pommes, je pense, et pourquoi je suis restée aussi longtemps, ils ont eu du mal à m'endormir, c'est que j'ai mis toute la force que je pouvais pour rester vivante. Et je pensais à ma fille et je me disais, il est hors de question que ce soir elle ait plus sa maman. Ouais. Ça m'a portée vraiment. Et voilà, il y avait mon mari à côté de moi et je disais, mais il est hors de question. Et je suis restée tellement dans cet état de vouloir vivre. Ouais. Quand je me suis réveillée, j'étais encore dans cet état-là, je pense. Et pour moi, c'était presque une bonne nouvelle d'être vivante. Ouais. Et du coup, j'ai pas réalisé le reste. T'étais contente d'être encore là, quoi. Voilà. Oui. J'ai tellement eu cette peur, mais de mourir, de voir que je pouvais rien faire, de me sentir partir, de dire mais j'allais perdre, voilà, ma fille, mon mari, etc. Que j'étais encore sur cet état-là. Et quand je me suis réveillée, j'ai senti les infirmières qui regardent parce qu'elles savaient pas forcément ce qui s'était passé. Hein. Oui. Donc je voyais dans leur regard qu'elles s'attendaient à se demander comment moi j'allais me réveiller et comment j'allais réagir avant annoncer ça, oui. Et je leur ai dit oui, je sais, je suis amputée. Donc dédramatisé déjà, bon. C'est bon. Ils m'ont dit bon, ok, on appelle les brancardiers pour vous amener à la chambre. Voilà, donc c'est pour dire que c'est un état encore complètement irréaliste. Ouais. C'était voilà, pour moi, je venais de me sortir d'un accident grave. J'étais une survivante d'un accident survivante, grave. C'est le mot. Ouais. Voilà. Donc du coup, et puis quand même une voiture qui se fait écraser par une voiture. Enfin souvent après on m'a dit en général on y passe quoi. C'est quand même très rare de s'en sortir. Des séquelles effectivement. Et c'est vrai que c'est pas à ce moment-là vraiment que j'ai réalisé l'amputation. C'est quelques jours après, un médecin est venu me voir et il m'a parlé, il a lâché le mot handicap. Et là, la conscientisation. Là j'ai compris. Là je me suis dit ça y est, je suis passée du monde des valides au monde des personnes handicapées. En me disant il y aura plus jamais de retour en arrière. Ouais. Et là. Et c'est là où. Là c'est double choc quoi. Ouais. Moi jusqu'à maintenant j'étais contente d'être vivante. Et là, j'ai réalisé, effectivement, bon, je le voyais important, mais là, j'ai réalisé que ma vie allait vraiment changer du tout au tout. Que ça allait pas se réparer, c'est pas juste on reste un peu à l'hôpital, on se soigne et on ressort. Intégré tout ça à ce moment-là, pas trop. Et il s'est passé combien de temps? Quelques jours, tu dis? 3-4 jours. 3-4 jours. Ouais. Ou vraiment, voilà. J'étais voilà. Au début, à l'hôpital, j'étais contente d'être vivante, mais il y a les douleurs. Je dormais pas, donc on me donnait des cachets. J'ai ressenti tout de suite les douleurs du mal fantôme. Oui. Ça, c'est un truc inimaginable. Comment on peut ressentir une douleur en dehors de son corps, quoi. C'est plus son corps et pourtant on ressent des choses. Et là, j'ai ressenti ces douleurs pendant plusieurs années, tous les jours. Donc marqué par la souffrance de la douleur des membres fantômes. Donc voilà, des traitements à prendre, des cachets pour dormir. Forcément, c'est pas un petit truc, hein. Donc et comme tu dis, ta vie a totalement changé. Complètement changé. Donc au départ, on est
dans le cocon de l'hôpital quand même. Donc là, on s'est super bien occupé de moi. Et j'étais dans cette espèce de petit cocon où j'avais rien d'autre à penser que à me rétablir petit à petit, à aller mieux. Mais l'après, j'ai essayé de pas trop y penser, quoi. Mais c'est voilà, c'est des étapes comme ça, et le après. Et quelle place ont occupé plus tes proches et ton entourage dans ce parcours de résilience finalement? Alors c'est primordial. Ouais. Je crois que peu importe ce qui nous arrive, je pense qu'on arrive à s'en sortir si vraiment on est bien entouré. Moi, ma sœur, elle habite Paris, elle connaît un peu du monde, et elle voulait me choisir le meilleur centre de rééducation de France. Tu vas voir, on va s'occuper de toi, tu vas. Et là, j'ai dit non, je n'irai nulle part. Je reste à Perpignan, et j'ai besoin de sentir mon entourage, voilà, mon mari, ma fille, les amis proches. J'ai besoin de sentir tout le monde autour de moi, et c'est ce qui nous porte en fait. Ouais. Et je pense que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui se retrouve vraiment tout seul. Et souvent, je dis, bon, ben, quelque part, j'ai perdu qu'un bout de jambe, parce que j'ai toujours mon travail, j'ai toujours ma famille, j'ai toujours, voilà, j'ai pas. Donc, c'est quand même plus facile Quand on est bien entouré. Quand on est bien entouré. Et c'est une grosse partie de la guérison, du mental, de se dire. Et pour eux aussi, j'avais envie de dire, bon, maintenant, je vais montrer qu'on peut se relever. Que le handicap, bon bah c'est ok, mais on peut quand même vivre. Oui, c'est un peu ta raison de vivre. Enfin, tu disais que ta fille, c'est ce qui t'a nourri au moment de l'accident. Oui, c'est elle pour du rester départ. accroché. Enfin, voilà, c'est vraiment l'entourage. On reste. C'est le lien pour les autres, quoi. C'est le lien. Comment tu as réussi à gérer la librairie malgré donc cette nouvelle contrainte physique, psychologique, j'imagine bien, imposée par l'accident? Voilà, t'es accidenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah là, tout est compliqué, parce que je suis accidentée, mais en même temps, mon mari était présent aussi. Donc lui aussi, en fait, c'est un drame familial, parce que lui aussi, il a été choqué. Bah oui, évidemment, j'imagine bien. C'est en plus celui qui t'a fait le garrot. Il m'a fait le garrot. Il avait, voilà, et ouais. comme il dit, j'avais ta jambe écrasée dans les mains, avec le trauma, sang qui quoi, coulait, je sentais la chaleur du sang, etc. Enfin, bon, voilà, sans être. Non, mais voilà, il y a la réalité. bien sûr. Donc, on s'est retrouvés tous les deux traumatisés par l'accident, et tous les deux en ayant la même entreprise, parce que entre-temps mon mari ne travaille plus pour Albin Michel, donc il avait été revenu un peu malade, voilà, il était malade, donc il avait arrêté, donc on était vraiment tous les deux dans la librairie, et on se retrouve tous les deux incapables d'aller travailler. Oui, toi physiquement là, à l'instant T, et puis lui il fallait qu'il digère l'accident. Lui, il a fait, oui, il a eu le contre-coup. Bah bien sûr, ça se comprend. Une sorte de dépression, ce qui est évident. Donc tous les deux, on a consulté, même notre fille, consulté des psychologues, parce que ma fille à l'époque, elle avait 8 ans, et elle a réalisé qu'à 8 ans, on pouvait perdre sa maman. C'est terrible. C'est-à-dire que les enfants, la mort, ça leur. C'est une notion très lointaine. C'est lointain, c'est bon. C'est les vieilles personnes, bien sûr. Et là, elle a réalisé, et d'ailleurs, elle voulait plus me lâcher, hein. Tu m'étonnes. Elle était tout le temps avec moi, elle voulait pas que je parte quelque part. Donc c'est plein de petits signes comme ça, où on voyait que chacun, on a été traumatisés. Bien sûr. Donc et en même temps, il faut continuer de vivre, hein, il faut continuer l'école, il faut continuer le travail. Donc ça a été quand même très compliqué. On a dû embaucher quelqu'un d'autre. Alors on avait dans l'équipe, voilà, toute l'équipe a quand même dit, mais on est là, on va. Très solidaire. Voilà, ils étaient solidaires, donc ils étaient là, mais en même temps, vous pouvez pas prendre dans. Oui, c'était votre boîte, vous pouvez pas, bien sûr. Donc c'est vrai que pendant 8 mois, mon mari a pas pu aller à la librairie. Oui, parce que même c'était le trajet de son travail. Oui, il revivait le trauma tous les jours. A eu lieu juste à côté. Oui, parce que c'est vrai que moi je vois la place Barbie-Job est à 50 mètres de la librairie. Oui. Mais tout le monde a été choqué, parce que même tout le personnel, ils étaient choqués, parce que tous les jours tout le monde passait par cet endroit-là. Bien sûr. Donc c'est fréquenté, et il se dit, mais ça aurait très bien pu être n'importe qui. Ouais. Donc tout le monde, ça a été un choc général quand même, hein. Donc pour eux aussi d'essayer de se remettre dans le travail. Donc c'est un petit peu à distance, c'est un peu comme on peut. Moi j'avais tous les matins la rééducation,
donc en hôpital de jour. Oui. J'allais à Saint-Estève, donc à l'ambulance qui venait me chercher et qui me ramenait. Donc ça tous les matins. Et puis l'après-midi, c'était le repos parce que la rééducation c'est hyper compliqué. Ah Et oui. il m'a fallu 3 ans réellement pour réussir à marcher avec une prothèse sans canne, sans rien, et en étant à peu près à l'aise. Ouais. Donc c'est très très long. C'est une rééducation très longue parce que le cerveau, il faut que il réenregistre les nouvelles données Bien sûr. quelque part. L'équilibre, il est plus au même endroit. Et puis autant je ressens des choses qui m'arrivent du pied que j'ai, et de l'autre côté, il y a aucune information qui remonte. Pour moi, je sais pas ce qui se passe, quoi. Donc il faut mentalement des paramètres, voilà, qui doivent se refaire pour 2 informations différentes qui arrivent au cerveau, et il faut essayer d'intégrer tout ça et de réussir à marcher. Ouais, gros travail de rééducation. Gros travail de rééducation. Donc c'est vrai que l'entreprise a été un petit peu laissée un peu à l'abandon entre guillemets. Après, en ayant une équipe de 12 personnes, forcément ça. Et j'ai le souvenir tourne, d'une anecdote que tu m'avais partagée. Je crois que quelques jours après ton accident, tu faisais la paye. Oui, mais oui, c'est ça. Par contre, voilà. Il faut bien appeler, voilà, il faut bien. Tu traitais la paye de ta boîte sur le lit d'hôpital. Moi, c'est arrivé le 10 octobre. Le 31 octobre, il fallait bien faire les salaires. Donc oui, il a bien fallu le faire, quoi. Donc ça a été ça pendant des mois, un petit peu réapprendre toi-même, tout en faisant un peu de service minimum pour la boîte. C'est ça, voilà, exactement. Assurer, voir les urgences, dispatcher le travail. Et alors, mon mari a fait plus que moi, hein, mais lui, il n'était pas non plus forcément. Oui, c'est pas neutre ce qui s'est passé. En état, donc on peut pas. C'est vrai que je pense que l'entreprise, malgré tout, en a aussi subi quelques conséquences. Logique. Forcément, il y a une perte de chiffres. On peut pas mettre en place tous les projets. Elle a été, voilà. Oui, le travail a été fait. La tête était touchée, donc forcément, les bras pouvaient pas agir correctement si la tête était touchée. C'est exactement ça. Et sachant que, malheureusement, on n'est pas vraiment aidé. C'est-à-dire que il n'y a pas un autre chef d'entreprise qui peut venir dans son entreprise de faire le relais pendant que. Oui, parce que quand tu es gérante non salariée, sur le statut, donc zéro aide financière de quoi que ce soit, voilà, rien du tout. Donc pas de trésorerie pour nécessairement embaucher quelqu'un pour te remplacer. On l'a fait un petit peu, mais forcément, quoi. Enfin, c'était. Oui, mais et puis surtout, c'est arrivé en 2019, 2020, le Covid. Oui, pour ne rien arranger à tout ça. Pour rien arranger. C'est vrai que donc ça voulait dire, voilà. Et même moi, par rapport à ma rééducation, c'est-à-dire j'étais au centre de rééducation, Covid, on m'a renvoyée chez moi. Et je me suis retrouvée avec une prothèse pas totalement adaptée, le fauteuil et tout, et débrouillez-vous. Ah oui, personne pour tout s'arrête, quoi. C'était vraiment l'impact pratique de la crise du Covid, c'était ça. C'était ça, ouais. Donc gérer à distance le chômage partiel quand même, il fallait bien le faire. Vu l'entreprise s'arrête, moi pas possible de pouvoir pas du tout, très peu de mobilité, hein, parce que j'ai pas la prothèse définitive. Oui. Parce que c'est tout un processus, étant donné que j'ai la jambe coupée, le moignon qui était accidenté, donc plein d'hématomes. Il faut attendre qu'il se réduise pour avoir ensuite une forme normale, et ensuite on peut mettre la prothèse définitive. Donc tout ça prend du temps, c'est des étapes, c'est des paliers. Et donc mars 2020, voilà. Deuxième revers, quoi. Deuxième revers, ouais. Deuxième revers entre faire l'école à la. Oui, mais c'est ça, l'école à la maison. T'as la gamine qui est traumatisée par l'accident de sa maman, et puis en plus il y a pas d'école. Oh, mais quelle horreur! Ouais. Là, on a l'impression d'être dans une machine à laver qui tourne et qui s'arrête plus, et on sait plus trop. En programme essorage, là. En programme essorage, là, et on se dit ça va s'arrêter quand? On sait plus trop, quoi. C'est un moment, c'est vrai qu'après coup, là, maintenant, je réalise que ça faisait beaucoup. Oui, non, mais c'est ça, quand t'en parles, tu disais, mais en fait, mais il y avait tout ça, quoi. Il n'y a pas eu de rien du tout, et pour soulager, c'est pas juste été un long fleuve tranquille, non, il a fallu,
Et donc, sur tous les fronts en même temps. aujourd'hui, donc, on est dans ta 6e année, Oui. depuis l'accident. T'as célébré les 5 ans, c'est un bien grand mot, célébrer. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui, ton quotidien en tant que dirigeante d'entreprise, femme handicapée? Est-ce que tout ça se concilie plutôt bien quand même? T'as réussi à retrouver un semblant d'équilibre? Ça sera plus pareil qu'avant, évidemment, j'imagine, mais Alors oui, non, je suis plus la même personne. évidemment. C'est-à-dire que l'ancienne Cécile, elle est morte sur le trottoir. Je suis plus D'accord. du tout Ah la oui. même. Tu Ça, c'est, visualises vraiment je comme vis ça. comme C'est fort, hein. Oui. L'ancienne Cécile est morte. Je suis une personne totalement différente, qui voit les choses totalement différemment. Déjà, je pense quand on frôle la mort, Tu on voit la relativises, vie. j'imagine, pas mal de Il y a choses. pas mal de choses qu'on relativise. Ça, c'est vrai qu'il faut l'avoir vécu, je pense, pour le comprendre. Donc il y a plein de choses. Et puis mon quotidien avec le handicap, il me faut tellement d'énergie pour réussir à marcher avec la prothèse ou à faire plein de choses avec la prothèse que je pense pas vraiment à demain. Je suis quand même toujours centrée. Il y a des études qui ont été faites. J'ai besoin de 30 à 50% d'énergie en plus qu'une personne valide juste pour marcher avec la prothèse. D'accord. Donc ça demande on pourrait croire comme ça, me voir facilement, me déplacer. Et ben non, ça me demande énormément d'énergie. Je ne suis plus en capacité de travailler à temps plein. Ouais. Bah oui, Ça, déjà, c'est pas possible. la station debout, Voilà. c'est plus possible. La station debout toute la journée, voilà. Donc je fais la matinée, je travaille tous les matins, mais je peux plus du tout travailler les journées entières. Donc on a encore le second effet, voilà, pour l'entreprise. Et oui. Donc là, mon mari, lui, il peut prendre le relais, mais il a pris le relais, mais je peux pas tenir une journée entière. Et c'est compliqué quand j'étais plutôt active, et j'ai dû apprendre à ralentir. Ouais. J'ai dû apprendre et accepter que plein de choses, je peux plus les faire, à devoir demander aux autres. Et ça a été compliqué au début avec l'équipe parce que à la fois on n'a pas envie d'être vu comme une personne handicapée et à la fois on a besoin des autres parce qu'on peut pas tout faire. Ouais. Donc il a fallu répartir un peu certaines tâches et leur dire ça je le faisais avant, je peux plus le faire. Comment, qui peut le faire et comment. Donc ça a eu un impact. Ça a impliqué donc de réorganiser en interne tout le flux de travail. Tout le flux de travail, voilà. Sachant que je peux quand même, j'arrive à faire quand même pas mal de choses. Donc et sachant que mon équipe ils sont pas là pour me servir non plus. Oui, mais bon, j'imagine que si la photocopieuse est à l'étage, faudrait que quelqu'un aille chercher. C'est plus simple que quelqu'un aille chercher. Une chose toute simple, c'est ça. C'est le facteur amène le courrier. Il y a mon bureau est à l'étage de la librairie. C'est quelqu'un me montre le courrier. Avant, je descendais le chercher. Ouais. Avant, on recevait les cartons, les palettes de cartons, je m'en occupais. Maintenant, ils sont obligés. Oui, mais tu fais pas par coquetterie, je veux dire, tu vois. Non, quand même. C'est pas. Après, tout ce que je peux faire, je le fais. J'essaye de le faire, mais j'ai besoin de temps de repos, de récupération quand même. C'est impossible de tenir une journée entière à travailler comme avant. Et t'as encore de la rééducation, j'imagine, peut-être. Alors, la rééducation, j'ai toujours le suivi kiné. Parce que j'ai des douleurs au dos, voilà. Et oui, ça induit, tu compasses ton corps différemment. Voilà, donc ça crée des douleurs. J'ai toujours un suivi avec la psychologue. Ça, je pense que tu l'auras à vie maintenant. En tout cas, voilà, ça fait du bien. Parce qu'après la phase alors, c'est vrai que moi, ayant fait des études de psychologie, ça m'a beaucoup aidé. J'imagine. Donc, voilà, le deuil, il y a quand même la courbe du deuil à faire, de son ancienne vie, de la jambe qu'on n'a plus, etc. Bon, il y a quelques étapes, je les connaissais. Oui, mais je pense que quand on est touché personnellement, ça n'a rien à voir avec même si l'étude que tu as pu mener pendant tes études. On peut le comprendre, etc. Après, il y a cette phase de ce nouveau titre, en fait, personne handicapée. Ouais, et ça, c'est encore un autre combat, puisque dans le quotidien, rien n'est facilité pour les personnes handicapées. C'est encore, voilà, on doit s'adapter au monde des valides. On doit essayer de faire comme on peut, et il n'y a pas d'inclusion réellement nulle part. Une chose toute simple, les places réservées aux personnes handicapées sont souvent prises
plupart des gens en disant, mais j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 5 minutes, etc. Enfin, moi, j'ai pas de jambes, donc Et oui, voilà. c'est Et dingue. du coup, on se retrouve régulièrement À devoir rien se que justifier ça. de son handicap. Oui, je me suis déjà fait insulter. Hein. C'est fou. Le handicap ne touche pas les gens si on n'est pas confronté à ça, ou si on s'en fiche quoi. Il y en a plein. On me laisse pas forcément passer devant une file d'attente. Hein. Si les gens me voient passer, me regardent de travers, je suis obligée de sortir ma petite carte en disant excusez-moi. C'est pas Mais par là, plaisir, ouais. voilà, il n'y a pas du tout. C'est tous ces petits détails au quotidien aussi qui sont difficiles à supporter. Donc c'est vrai que là, je vide mon sac auprès de ma psychologue préférée, Non, mais j'imagine que oui, c'est qui me nécessaire. suit Ça fait du depuis le bien. Ouais. début. Et voilà, il y a encore 5 ans, c'est encore frais. Enfin, pendant la 6e année, on a Ouais. l'impression que c'est long, mais il y a quand même 3 grosses années de rééducation. Oui, ton corps d'arrêt commence de à peine à s'en travail. remettre, je pense. Il y a que maintenant où il y a que maintenant où j'arrive à faire des choses sans me dire je suis handicapée. Voilà, il y a que maintenant où j'arrive à où je, à me présenter, voilà, sans être une personne handicapée. Mais c'est encore récent. Et puis c'est voilà, mon approche quand je vois quelqu'un, c'est est-ce qu'il faut que je lui dise, je lui dis pas, à quel Ouais. moment, comment on fait, c'est délicat. Oui, parce que quand t'es habillé, Donc on ça ne se voit s'assoit pas. C'est Ouais. Donc au début, je le disais tout le temps parce que j'avais peur qu'on me pousse ou j'avais peur, voilà, j'étais plutôt on voyait que j'étais pas du tout à l'aise. Et maintenant, je suis plus à l'aise, donc voilà, je commence à être une autre personne que simplement une femme handicapée. Mais c'est quelque chose encore de très très récent. d'accord. C'est un gros travail. C'est très très long, ouais, c'est très très long. Après voilà, j'arrive à tout combiner malgré tout maintenant. On a trouvé une nouvelle organisation, aussi bien au travail, à la maison. Donc ça devient, voilà, pouvoir sortir un petit peu, aller aux réunions des femmes chefs d'entreprise, ça fait du bien, voilà, de se dire, Une autre vie. Ouais. je redeviens un peu comme tout le monde, quoi. Ouais. Et pas être simplement centré sur le Sur handicap. le handicap. Est-ce qu'il y a des ressources, que ce soit des ressources personnelles, médicales ou autres, qui t'ont particulièrement aidé à traverser cette épreuve? Alors je pense que il faut tout accepter. Il faut tout prendre et tout accepter. Même si on est courageux, même si on est résilient, même si on arrive, voilà, je pense que depuis le départ, je me suis dit il faut aller de l'avant. Mais je me suis dit seule, tu n'y arriveras pas. Donc j'ai pris Tout à l'heure. tous les traitements qu'on m'a donnés, aussi des médicaments. Et après, à un moment donné, on les arrête naturellement, en disant là c'est bon, j'en ai plus besoin. Et j'ai pris toutes les aides voilà, toutes les mains tendues, toutes les. Après, moi je suis assez pragmatique, donc je me suis pas réfugiée dans quelque chose en particulier, mais après, je peux être assez médecine douce, voilà, Ouais. pour des choses comme ça, pour s'aider un petit peu. T'étais pas fermée d'une manière générale sur Après, se faire des petits massages. au moins qu'il y ait des avantages, quoi. Alors, Voilà. même si ça reste difficile, hein, parce que comment on va au spa avec sa prothèse, faut l'enlever, on l'a plus, comment on est, donc tout devient compliqué. La moindre chose qui même doit être que du plaisir Tu est dois compliqué pour moi. réfléchir, Je dois y réfléchir, je dois en parler à l'autre. La personne doit aussi s'adapter. Donc, en général, c'est facile, quoi. Hein, c'est pas. Mais ça gâche un petit peu le côté juste. de se lâcher prise, ouais. Voilà, il y a jamais de lâcher prise à 100%. Mais après ça, bon, ça ça fait du bien quand même, quoi. Est-ce que ton expérience a changé ta perception du handicap et celle des autres à ton égard, j'imagine? Mais oui, forcément. Quand on le devient soi-même, on voit plus du tout les choses pareilles. Et c'est vrai que, par exemple, dans la librairie, à chaque fois je fais attention. Est-ce qu'un fauteuil peut passer? Voilà, poussez-moi ça. Là, je veux que quelqu'un en fauteuil puisse circuler facilement dans la librairie. Voilà, donc je suis plus attentive à plein de détails par rapport à ça. Et puis aussi, je pense que c'est important à dire, c'est que quand on est handicapé, l'autre sait pas forcément comment nous aborder. Parce que on peut être gêné, est-ce que la personne accepte ou pas, qu'est-ce qu'on doit lui dire. Et je pense que c'est mieux d'être naturellement, de venir nous parler. Ça fait du bien, on n'est pas forcément gêné.
souvent les personnes handicapées ont de l'humour. Enfin, on plaisante avec notre Ouais. handicap sans problème parce que ça fait du bien, ça permet de dédramatiser les choses. Donc bon, voilà, c'est vrai que je regarde les gens handicapés différemment et même mon approche par rapport aux autres, je vais leur dire mais venez, n'ayez pas peur, c'est vrai discutez que avec moi. je vois ce que tu veux dire parce que moi, à mon échelle, je travaille dans un environnement de personnes âgées, donc il y a des situations de dépendance, etc. Et c'est vrai que le plus dur, c'est que j'allais dire pour nous les personnes valides, parce que j'ai mes deux jambes, donc c'est vrai que les valides, ça te renvoie à une image. Et je pense que je vois une personne âgée qui n'a pas de problématique de handicap ou de dépendance ne va pas aller naturellement vers une personne dépendante parce qu'il doit avoir peur de la contagion. Tu sais un petit peu du tout. Oui. Et Un peu ça, dans on ce le que tu dis, ressent. ça, voilà, j'ai Ouais. oh la pauvre, bah non, comme tu dis, elle est juste handicapée. Elle a envie de rire, Venir se elle a envie de parler, vivre. exactement. Il y a et après, je pense que ça dépend ce qu'on dégage soi-même aussi, hein. Ouais, Mais oui, voilà, je oui. pense que j'essaye d'être assez Ouverte, quand même. ouverte et C'est pas- souriante pour dire mais vous inquiétez pas. Enfin voilà, venez me parler, il n'y a pas de souci, je peux en parler facilement. Mais c'est vrai que je pense que cette idée de contagion ou de se dire La gêne, oui. Qu'est-ce que je peux lui dire? Il que- manque une jambe après tout. Oui, alors mais il n'y a pas que ça. Ta vie ne se limite pas à ça. Rassure-moi, ta exactement, jambe en non. moins. Heureusement. 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 Non, non, je fais tout comme tout le monde. Après, ceux qui sont extra là-dessus, c'est les enfants. Ah bah c'est sans filtre. Ouais. Ils arrivent. Et puis il Qu'est-ce doit y que avoir des questions très t'as techniques en plus. C'est très voilà. Ah bon, t'as eu un accident, ça t'a fait mal? C'est vraiment très ah bon, mais t'as une jambe en moins, mais comment tu fais? Et ta prothèse. Je leur dis que j'ai une jambe robot, alors tout de suite ça, Ouais, ils accrochent bien. Voilà, c'est. on devrait de temps c'est en vrai temps se souvenir qu'on a été des enfants, ouais. peut-être. Ben, Ouais. ils sont à l'aise. Alors après, bon, les questions peuvent être un peu cash, Mais il n'y a pas mais les au barrières moins, il sociales y a qu'on pas se la pose. Ouais. barrière et ils viennent naturellement. Ou dans la rue, j'entends, ils disent, papa, maman, t'as vu qu'est-ce qu'elle a, la dame? Qu'est-ce qu'elle a? Bon, alors, du coup, quand je l'entends, je leur dis, bon, leur montrer aussi que il y a pas de barrière, quoi. Enfin, Ouais. il Faut dédramatiser le il faut sujet. dédramatiser et qu'on peut vivre tous ensemble. Et voilà, et c'est vrai qu'à l'école, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes avec des handicaps. Ouais. On devrait être plus dans l'inclusion et C'est vrai, on n'y est pas du tout, même. on n'y est pas du tout. Ils Ça essayent, manque hein, ça beaucoup. avance, mais C'est vrai que c'est pas évident, hein. Faut des moyens oui. aussi, hein, pour y arriver. Je crois que tu as très Mais bien résumé la situation. C'est les moyens. c'est toujours On les en moyens. parlait Hein. hors antenne. Ah, c'est ça, c'est l'argent, c'est ça C'est qui fait toujours ce qui est compliqué. exactement. Quelles valeurs ou croyances personnelles t'ont le plus porté durant cette épreuve? Ah, bonne question. Je ne pose que des bonnes questions. Moi, vraiment, c'est ce que je disais. Ce qui m'a porté, c'est ma famille, c'est l'amour de l'autre, c'est le soutien. Et puis, je pense qu'on se relève de tout. Donc c'est voilà, c'était le combat. Je crois qu'à un moment donné, on y arrive aussi si on se pose pas de questions en fait. D'accord. Vivre. Voilà. Mais voilà, c'est un moment de se donner, de pas trop, ouais, j'ai évité de me dire mais pourquoi ça m'est arrivé, c'est pas juste, pourquoi moi, etc. Ouais. Donc j'ai pas de valeur. Je crois que c'est mes études de psychologie là m'ont aidé Certainement. vraiment à ce moment-là, de comprendre comment fonctionner et de se dire bon là tu vas pas tomber là-dedans, là tu vas essayer ça, Ouais. là tu vas et en étant accompagnée avec une psychologue, j'ai fait de l'EMDR, donc ça c'est une technique pour tout ce qui est post-traumatique qui marche EMDR, plutôt tu bien. veux dire? Alors je ne sais pas, Un acronyme très savant. c'est anglais donc je pourrais pas dire, mais la technique ça vient C'est quoi, du c'est de Canada. l'hypnose? Et c'est pas comme l'hypnose, mais c'est avec la lumière et le D'accord. mouvement des yeux. D'accord. Donc Te ça concentrer reproduit. sur, En sur fait, autre chose. le cerveau encode les informations Oui. de la journée, la nuit quand on dort. D'accord. Et en fait, et quand on le fait, nos yeux bougent. Ok. Voilà, ils sont en mouvement. Et donc le MDR, c'est reproduire ça, le mouvement des yeux, pour encoder toutes les informations qui n'ont pas pu l'être parce qu'on a vécu un traumatisme et qui sont restées à l'état d'émotion et qui nous D'accord. perturbent. Et donc l'idée, c'est de les réencoder pour quelque part les archiver Oui, dans le bon dossier D'accord. pour que alors ça disparaît pas, mais Non, au mais moins passer à autre chose pour plus passer à autre mieux. chose. Voilà. D'accord. Et plus être dans cet état de traumatisme. Est-ce qu'il y a des moments où tu as quand même pensé à tout abandonner? Ah oui. Et puis il y en aura d'autres, je pense. J'allais te dire. Ouais. Ça aussi, il faut accepter
de pas aller bien, faut accepter que ça soit compliqué. Au départ, on veut être fort, on a l'impression, voilà, on se dit on veut tenir, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc oui, oui, il y a des moments où je me dis mais pourquoi je suis vivante en fait. Ouais, je suis pas restée sur ce trottoir-là à ce moment-là, quoi. Et il y a du découragement face à la douleur, face à la difficulté de quand même du quotidien, face à la vie qui est pas, voilà, et l'inclusion qui existe pas vraiment, la difficulté même chef d'entreprise, on est quand même assez isolé. Donc des fois, on a envie de tout envoyer rouler. Et comment tu surmontes ça, justement? Eh ben, j'attends que ça passe. D'accord. Tu respires et Je ça va passer. respire et ça va passer. Mais bah, sur le moment, j'ai l'impression que tout s'effondre. Et puis, quand c'est comme ça, après, voilà, je retrouve une ressource vraiment profonde, intérieure, de dire, bon, allez, non, il faut Pas se laisser abattre. il faut pas se laisser abattre. Voilà. Je pense que j'ai une petite force intérieure de moi, probablement que je ne soupçonnais pas avant, Ouais. et qui aide à se dire, non, on peut y arriver. T'as fait le plus dur quelque part. Tu peux y arriver. Mais oui, il y a forcément du découragement. Il y a forcément des pleurs encore aujourd'hui. Tu as encore des douleurs, j'imagine aussi. Alors des douleurs, elles sont beaucoup moins fortes qu'avant. Mais oui, de temps en temps, j'ai des douleurs du fantôme quand je suis très fatiguée. Quand voilà, il y a. Ça doit jouer sur le moral, évidemment. Je sais que quand je suis fatiguée, je le suis doublement. Voilà. Oui. Parce que s'il y a une fatigue, une sorte d'épuisement aussi d'énergie qu'il faut pour marcher avec la prothèse. Ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Et donc c'est vraiment des moments, mais des moments je suis tellement fatiguée que je me pose sur le canapé et je m'endors instantanément. Ah oui. Et il faut que je m'endorme là, parce que je n'en peux plus. Le corps est arrivé au bout. Le corps il en peut plus. Et ça me le fait régulièrement. Et en fait faut s'écouter. Ça c'est vrai que c'est vrai pour tout le monde. Oui. Et au début je le faisais pas forcément, mais il faut s'écouter et accepter qu'à un moment donné, on peut pas faire plus. Et comme tu dis, tout le monde devrait peut-être s'intégrer ce mantra-là. Oui, avant qu'il arrive, un drame. Mais ouais, c'est ça en fait. On se dit mais non, mais là, je peux pas m'arrêter. Bah si, on peut s'arrêter. Et je crois que c'est un peu le message qu'on m'a envoyé de cet accident où j'étais tout le temps hyper active, tout le temps pas m'arrêter, tout le temps dans l'action. Et là de se dire mais attends, si. T'as pas le choix. J'ai pas le choix. Et j'ai appris à m'arrêter. Tu dirais quoi à une personne qui traverse une épreuve similaire ou qui fait face à une transition de vie imposée? C'est un peu ça le sujet. C'est un peu, oui, ce qui m'est arrivé. Bah, déjà, je lui dirais que on se relève de tout. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on peut voir des gens qui arrivent des choses tellement horribles et pourtant, on s'en sort quand même. Et encore, cette petite flamme de vie qu'on a en nous et qui est là. Et il suffit de croire en soi et c'est possible pour tout le monde. Je pense pas qu'il y ait des gens plus forts que d'autres. La résilience, elle est permise à tout le monde. Je pense juste que tant que ça ne nous est pas arrivé, on n'y croit pas et on en est tous capables et il suffit juste d'y croire, quoi. Voilà, se dire après la pluie le beau temps. C'est joliment dit. Quels sont tes projets d'avenir? Comment tu envisages le futur, personnellement, professionnellement, justement? Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est de vivre le présent, déjà. C'est une Parce bonne qu'on a philosophie. trop tendance à déjà anticiper, penser, se projeter, etc. Et peut-être pas assez de profiter de l'instant présent. Donc moi, je suis dans le présent, et j'ai pas vraiment de projet d'avenir. Je me dis, si déjà tu réussis bien ton présent, c'est déjà pas mal, et ça va couler. couler. Et les choses vont se faire petit à petit. Donc j'aspire pas à des choses particulières. Je me dis, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être faire partager davantage mon histoire pour aider d'autres, savoir comment je pourrais aider d'autres personnes. Peut-être attendre encore un peu parce que c'est encore frais pour moi tout ce que je vis, mais peut-être voilà, aider davantage. C'est le côté social que j'avais avant la librairie qui ressort aussi. Mais avec ce podcast, déjà, je suis sûre que tu vas aider beaucoup de monde. Alors oui, je pense que
On peut, la vie est faite de combats, mais voilà, on les traverse, on y arrive, Et on profite du présent. et c'est surtout surtout ça. profiter du présent. C'est Là ça. déjà quand même. Bah oui, De la faire les journée choses en qu'on vit de conscience. l'instant. Voilà, c'est un peu la méditation de pleine conscience, c'est de se dire, et je voudrais le faire davantage, savourer chaque instant présent. De vie. On est arrivé au bout des questions que je t'avais envoyées. Ça va, ça s'est pas si mal passé. Ça va. Bon, mes petites C'est en bonne questions. compagnie. Ça va, merci. Petite question bonus. Donc, réponse au tac au tac. Mhm. Et en plus, t'as triché parce que t'as écouté plein d'épisodes. Alors, hein. Mais pour l'instant, je pose toujours les mêmes. Je suis pas très originale. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi? Alors mon héroïne dans l'histoire, pour moi, c'est Maria Montessori. D'accord, ah bah oui, avec Qui ta est moi formation bien de psychologie. connue, mais ma fille a été dans une école Montessori. Ok. On a la chance d'en avoir une à Perpignan. Pourquoi? Parce que c'est une femme c'était la première femme médecin en Italie dans les années, je ne sais plus, après-guerre. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu la guerre, et pendant la guerre, il y a eu tellement d'horreurs qui se sont faites. Plein de scientifiques se sont posés la question, mais comment on pourrait éviter ça dans l'avenir? Comment on pourrait faire pour que les gens n'arrivent pas à faire Ces horreurs-là. des horreurs-là contre d'autres humains? Et c'est là que plein de nouvelles techniques sont mises en place. Et c'est vrai que Maria Montessori, bon, avant, elle a travaillé déjà en disant, elle a observé les enfants handicapés. D'ailleurs, je crois qu'elle avait commencé sur les handicaps. Comment ils pouvaient se développer malgré tout, malgré leur handicap plutôt mental. Et elle avait mis en place différents outils. Et après, elle s'est dit, mais si ça leur sert pour eux, ça peut servir pour tous les enfants. Et pour permettre aux enfants de s'épanouir et de savoir tout petit qu'est-ce que d'évoluer à leur rythme et de développer les choses à leur rythme. Et je me dis que si déjà tout petit, dans le monde entier, on utilisait ces techniques-là, peut-être que l'être humain L'inclusion serait naturellement beaucoup plus dans l'inclusion, dans la bienveillance les uns avec les autres. Ça serait un peu, voilà, mon rêve. Bah, écoute, on m'avait encore jamais cité Maria Montessori, donc merci du partage. Quelle faute t'inspire le plus d'indulgence, Cécile? Je suis naturellement indulgente, donc bien. C'est une qualité. Je peux, oui, j'étais même indulgente par rapport à ce monsieur qui m'a écrasée, hein, donc j'ai pas manifesté trop de colère vis-à-vis de lui. Je pense que si la personne après le reconnaît ou voilà, comme on dit, il faut avouer à moi, je pense que tout le monde le dit, mais c'est quand même bien vrai et on devrait l'appliquer. Donc je suis assez indulgente pour plein de fautes différentes. Tu as partagé beaucoup de mantras dans notre conversation, mais est-ce qu'il y en a un plus que d'autres qui te motive au quotidien, ou une citation que tu voudrais nous partager? Alors, à l'école Montessori, ma fille allait, il y avait une phrase qui était marquée: deviens qui tu es. C'était de Nietzsche. Oui. Et je trouve que c'est ça qui est important aussi. Deviens qui tu es. Elle est belle, cette citation. Deviens qui tu es. Merci. Donc c'est déjà, voilà. Et une chanson qui te motive quand tu as le moral dans les chaussettes? Alors, j'ai pas une chanson en particulier. Ouais. Moi, j'écoute tout. Donc tout peut me motiver du moment qu'il y a un son. D'accord, un truc un petit peu voilà, j'adore Coldplay par exemple. Alors n'importe quelle chanson de Coldplay, ça va m'aider. Mais voilà, moi j'ai ma fille, elle est tombée dans la K-pop là et rien on à voir ça à fond. Et ben je trouve ça sympa et aussi ça, je trouve voilà. Ah, ça remue là, oui, ça c'est sûr. Qu'il y a plein de voilà, je trouve que vraiment la musique en général, c'est assez porteur. Il paraît que la musique adoucit les mœurs. Et voilà. Donc c'est assez porteur, ça aide, ça console, ça donne du baume au cœur. Je te contredirai pas. Moi, voilà, que la musique en général, donc ce serait dommage d'en choisir qu'une seule. Merci Cécile pour tout ce que tu viens de partager. Merci Audrey, c'était un vrai plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains.
Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.